Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence. Le monde du vivant, et l'humanité en particulier, font face à un défi sans précédent dans toute leur histoire. Ce défi est important, il y a des désordres actuellement qui sont en voie d'aggravation et qui sont tous entrelacés les uns avec les autres. Il y a évidemment le changement climatique, il y a évidemment toutes les pollutions de l'air, de l'eau, la surexploitation des ressources, qu'il s'agisse des forêts, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse des sols. Et puis, il y a différentes crises aussi, crise énergétique, crise de la biodiversité, crise migratoire également. Alors, comme on peut le voir, le modèle sur lequel sont assis nos sociétés est vraiment questionné dans toutes ses dimensions. Et il y a une expression pour capter ce défi. Cette expression, c'est l'expression de développement durable. Car au fond, quel développement est-ce que nous voulons? Et comment concilier cette volonté spontanée des populations, effectivement, à se développer, d'une part, mais aussi ce souhait que nous avons tous de garantir un avenir meilleur à nous-mêmes, bien sûr, et puis à nos enfants, évidemment. Alors, ce n'est pas un hasard si l'École polytechnique se pose ces questions aujourd'hui. Dans ce grand colloque intitulé « Réflexion ». Il y a 225 ans, en 1794, l'École polytechnique est née elle-même d'une révolution. Il y avait un nouveau monde à construire, un nouveau monde meilleur à construire. Eh bien, aujourd'hui, 225 ans plus tard, en 2019, l'École polytechnique entend montrer qu'elle veut jouer un rôle dans cette nouvelle révolution qui est actuellement en cours, avec beaucoup d'exemples qu'on verra aujourd'hui. Elle a réuni aujourd'hui 20 experts pour traiter de ce grand sujet du développement durable. Quant à moi, je m'appelle Paul Debrem, je suis animateur d'événements scientifiques et techniques et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion des 225 ans de l'École polytechnique. Et pour introduire ce colloque de façon solennelle, je vous remercie de bien vouloir saluer comme il se doit celui qui l'a porté sur les fonds baptismaux, qui a voulu que ce colloque ait lieu. C'est le président de l'École polytechnique, M. Éric Labaille. Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cet amphithéâtre Poincaré pour ce colloque qui est à la fois à l'honneur des 225 ans, en tout cas pour célébrer les 225 ans de l'École polytechnique, mais aussi un moment de célébration puisque nous sommes dans la semaine du développement durable. Et donc, combinaison de deux événements sur un sujet qui nous préoccupe tous, en tout cas pour les prochaines années. Alors je voulais d'abord saluer tous les participants, tout d'abord tous les intervenants, et les remercier d'être venus aujourd'hui pour discuter justement de ces sujets, apporter des perspectives factuelles et scientifiques sur un sujet important. Saluer également le président du département qui nous a fait aussi l'honneur de venir aujourd'hui participer au colloque. Saluer bien entendu tous les représentants des ministères, tous les anciens de l'école qui sont ici, la Fondation, l'AX, bien entendu tous les professeurs, les étudiants qui sont ici avec nous aujourd'hui, et puis tous les personnels de l'école, tous nos collègues également de l'Institut polytechnique de Paris, qui sont autour de l'École polytechnique, avec qui nous venons de créer cette semaine d'ailleurs l'Institut polytechnique de Paris, et bien entendu aussi tous les personnes qui sont intéressées, qui nous rejoignent aujourd'hui sur ce sujet, du plateau de Saclay ou d'ailleurs, et j'en profite aussi pour saluer ceux qui nous regardent en streaming sur le net, puisque le colloque est retransmis également au travers du monde, donc tout le monde peut participer, échanger avec nous aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais, une double célébration, et je tenais aussi à remercier Grégory Labrousse, qui est là, qui est le fondateur de NAMER, et qui est une entreprise innovante dans le domaine des data, du développement durable, et qui nous a soutenus, qui nous soutient dans la préparation et dans la réalisation de ce colloque. 225 ans, Winston Churchill a dit « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge ». Et je pense que c'est un peu le thème qui va nous animer aujourd'hui. Comment est-ce qu'on façonne le futur
et on s'assure que nous sommes, collectivement, l'École Polytechnique, mais plus largement l'humanité, en train de façonner une humanité qui va permettre un développement durable. Et pour ceci, nous avons choisi ce thème tout simplement en revenant à nos valeurs. L'école a été fondée il y a quelques années. Et je vous propose tout d'abord, en fait, de commencer par quelques minutes sur l'histoire. Qu'est-ce que l'école a fait? Quels ont été les fondamentaux de l'école? Avant justement de se projeter et de se dire comment l'école va s'engager sur les 225 prochaines années. Alors si on fait un petit retour sur le 11 mars 1794, eh bien on est au moment de la fin de la Révolution, 5 ans de Révolution, comité de salut public qui se dit on n'a plus d'ingénieurs, on n'a plus de compétences, et il faut reconstruire le pays après 5 années de guerre, de transformation. Et ceci conduit un groupe de savants, 8 savants, dont Monge, Laplace, Lagrange et certains qui sont ici derrière moi, à se pencher et se dire il faut qu'on crée une école nouvelle, une école pluridisciplinaire, innovation, où on va prendre ceux qui ont les meilleures compétences et on va les exposer aux meilleurs savants, afin qu'ils justement ils apprennent et ils trouvent justement des solutions, rebâtissent les infrastructures, rebâtissent le développement économique. Le début de l'école est au Palais Bourbon, en fait, pour 1 an. Ça s'appelle l'École centrale des travaux publics, renommée 1 an plus tard École Polytechnique. Et sa mission, elle est, je trouve, assez bien écrite par Fourcroy, qui est un des 8 cofondateurs. Quand il dit l'école polytechnique est un des plus puissants moyens de faire marcher d'un pas égal le perfectionnement des arts, et des sciences, à l'époque, arts et sciences, c'est le même domaine d'excellence, et celui de la raison humaine. Et d'une certaine mesure, c'est, je crois, ce qui nous anime aussi aujourd'hui, ce qui nous a conduit à dire on a eu 225 ans, justement, de développement, où science et raison humaine ont avancé en parallèle. Il faut que ceci continue. Les 225 prochaines années, les challenges ou les défis que nous avons actuellement dans le monde, eh bien, ce sont la même mission, en fait, qui doit nous animer pour le futur. Et je dirais que Gued Vernon, qui est un professeur aussi, explique qu'il faut évidemment les meilleures connaissances scientifiques, mais aussi les mises en pratique. Pour cela, finalement, comment est-ce que ces meilleures connaissances scientifiques apportent des solutions? Et je crois que c'est aussi un des sujets qui nous préoccupe, qui nous anime aujourd'hui pour façonner le futur. Au-delà de la mission, les valeurs de l'école ont animé aussi les 225 dernières années. La patrie, les sciences et la gloire, bien entendu, qui est donnée au moment où l'école devient militaire, en 1804, et qui vont guider justement une bonne partie de l'activité, à la fois en interne, ensuite des anciens quand ils quittent l'école. Et ces patrie, sciences et gloire, c'est apporter forcément des solutions pour la patrie, basée sur la science, et assurer justement qu'elle transforme le monde, qu'elle façonne le monde. Et aujourd'hui, je pense que tous les élèves, tous les anciens, tous les professeurs qui sont ici, eh bien, partagent encore ces valeurs de l'intérêt général, de l'excellence évidemment, et puis de l'impact, dans le sens où est-ce que ce que l'on fait justement est en train de transformer le monde, est en train d'apporter des solutions sur les questions les plus fortes. Et donc ces valeurs, je pense, nous animent bien entendu toujours, hein, c'est ce qui anime une institution, ce qui anime ses parties prenantes, et c'est ces valeurs qui vont aussi guider les 225 prochaines années et qui nous ont conduit justement aujourd'hui à se dire comment est-ce qu'on façonne le futur, comment est-ce que l'école va continuer à vivre ces valeurs sur les sujets les plus importants. Alors peut-être un ou deux éléments aussi de célébration versus ce que l'école a apporté. Alors elle a apporté beaucoup de choses, ses anciens aussi ont apporté beaucoup de choses, mais ici en se focalisant sur la partie scientifique, c'est bien entendu quelques-unes des contributions scientifiques qui ont été apportées, soit par les élèves, par les professeurs. Ici, quelques exemples, bien entendu. On commence avec Monge, mais aussi avec Fourier, qui est fondamentalement à la source, en gros, du domaine des télécommunications. Bien entendu, avec Ampère, avec Gay-Lussac, Coriolis, Henri Poincaré, nous sommes dans son amphi, et puis Henri Becquerel, qui était le premier prix Nobel de l'école en 1903, ancien élève, professeur sur radioactivité. Puis je m'en souviens aussi Sophie Germain, qui d'une certaine mesure est la première polytechnicienne, puisqu'elle se fait passer pour un garçon à la fin du XVIIIe siècle, et c'est Lagrange qui se rend compte en disant mais élève extraordinaire, et donc va lui donner des cours pour en faire un peu la première mathématicienne de France à ce moment-là. Donc des contributions scientifiques qui ont continué bien entendu au travers des décennies, continuant avec Maurice Allais, Jean Tirole qui nous rejoindra tout à l'heure, Rose Diane Kunz qui est la première élève africaine de l'école mais qui ensuite va continuer à travailler sur le web sémantique, une des premières à avoir structuré ces avancées, et bien entendu Laurent Schwartz, Pierre Williams et puis Gérard Mourou qui est avec nous aujourd'hui, que je salue et qui tout à l'heure sera un intervenant
sur une partie des questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Donc, des avancées scientifiques qui ont continué, et des avancées technologiques aussi, puisqu'au-delà de la science, il y a aussi la partie, justement, on va dire peut-être plus applicative, plus transformative du côté solutions technologiques, où là, quelques exemples qui remontent au béton précontraint, au chemin de fer, on aurait pu aussi parler du métro, mais également la boîte noire, qui on connaît tous dans les avions, qui a un peu technicien à sa source, et puis aussi le net, avec Lupousin sur l'Internet. Donc ça, c'est, je dirais, les valeurs, l'histoire qui a animé l'école depuis 225 ans et qui va être la source, justement, de la continuation et de ce que nous voulons nous engager à faire pour les 225 prochaines années. Alors, comment parler justement du défi des 225 prochaines années? Une façon, en tout cas simple, il nous semble, en tout cas de le poser, pas d'y répondre, c'est de dire qu'en 1794, le problème, en tout cas la question était sur un pays. La France, c'est le plus grand pays européen à l'époque, 26 millions de Français, 1400 $ de PIB par tête. Il fallait simplement utiliser la technologie, reconstruire, rebâtir, redévelopper un pays. Aujourd'hui, on est dans une problématique déjà différente. 7,5 milliards de population mondiale, des écarts de 1 à 4 en termes de PIB par tête, et donc avec 7, 8, peut-être demain 10 milliards d'humains qui veulent simplement vivre comme les autres. Et donc une tension sur les ressources pour assurer que chacun puisse se développer, puisse avoir le bien-être auquel il aspire. Et donc, une question, comment apporter une réponse à ces nouveaux défis où nous avons un développement économique et démographique, mais des ressources limitées. Et d'une certaine mesure, c'est cette question-là qui nous semble au cœur de la question du développement durable, puisque nous avons une terre à protéger, mais que nous utilisons, et puis un bien-être à apporter à tous les humains, toute la population sur Terre. Et là, la conviction que j'ai en tout cas, et que plusieurs, je pense, beaucoup ont, c'est que la science et la technologie vont être fondamentalement les solutions, vont apporter des solutions justement pour résoudre ce défi sur de multiples dimensions. Et déjà, je dirais, l'école polytechnique est très fière d'avoir des laboratoires, des élèves qui travaillent sur ces questions, et on veut continuer à s'engager, à apporter des solutions, et aussi animer des débats comme aujourd'hui, au-delà de ce que l'on fait dans l'école, pour éclairer, pour apporter et pour progresser. Alors, quelques mots sur ce que l'on fait à l'école actuellement. Ici, c'est quelques-uns des enjeux de recherche et d'enseignement sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Vous voyez, dans les enjeux, évidemment, l'enjeu du climat, de l'énergie, l'enjeu de la sécurité, l'enjeu de la technologie, l'enjeu du numérique, l'enjeu du biomédical. Et bien là, ce sont quelques-uns des axes de travail, des axes de recherche que les laboratoires sont en train de continuer, en tout cas d'approfondir, que ce soit sur la cybersécurité, que ce soit sur évidemment l'intelligence artificielle, une partie d'approfondissement technologique sur le quantique, sur les plasmas, sur les lasers, et puis dans l'ingénierie biomédicale, là beaucoup de pluridisciplinaire justement entre les différentes disciplines thématiques afin d'apporter des solutions. Et en dessous, vous voyez quelques-unes des initiatives, je ne vais pas toutes les prendre, comme Trendix, qui est une initiative qui est sur la transition énergétique, ou aussi des initiatives sur justement le big data appliqué à la santé, qui sont des exemples où, alliant différentes disciplines, eh bien, on apporte des solutions que l'on n'avait pas en tête il y a quelques années ou quelques mois. Donc, un engagement déjà très fort de nos laboratoires sur ces thématiques, afin de pousser la science, de pousser la frontière et d'apporter des solutions, mais également des start-up dans notre DRIX Innovation Center, le centre d'innovation, qui, justement, au-delà de la recherche, bien entendu de la formation qui s'appuie sur la recherche, eh bien, traduisent de l'innovation. L'innovation, c'est là où les solutions commencent aussi à devenir concrètes. Et là, on en a quelques-unes. Quelques-unes, d'ailleurs, seront dans le hall tout à l'heure. Et là, que ce soit Elum, Sansom, Eki, Air Serenity, qui apportent justement des solutions au développement durable, des solutions à la santé. Et très souvent, ce qui est intéressant, c'est vraiment une combinaison de différentes disciplines qui se retrouvent, que ce soit les labos de mécanique qui travaillent avec les labos de biologie, afin d'apporter des solutions à la santé. Et donc ça, c'est aussi un engagement très fort de l'école, comme je le disais, au-delà des laboratoires, au-delà des formations, puisque nous avons aussi beaucoup de formations autour du développement durable, quelques masters en particulier qui sont sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, eh bien, d'assurer que l'innovation continue. Je dirais que chercher, former, innover et agir sont vraiment au cœur de ce que l'école polytechnique veut continuer à faire, fait déjà aujourd'hui et veut simplement amplifier ce qui se passera demain.
Alors c'est pourquoi, aujourd'hui, d'une certaine mesure, le programme, c'est nous éclairer sur ces questions, débattre avec, comme il a été dit, des intervenants de très haut niveau qui nous ont rejoints, du monde entier, et donc qui vont apporter des éclairages sur certains de ces sujets, sur le réchauffement climatique, bien sûr, sur c'est quoi l'équation économique, l'économie décarbonée, comment est-ce que la recherche, justement, comment on fixe des priorités de recherche pour, en quelques années, apporter des solutions. Et puis, bien entendu, une focalisation aussi sur un des grands sujets, on parlait tout à l'heure de 7, 8, 10 milliards d'humains sur la planète, comment est-ce que les enjeux sanitaires sont adressés, puisqu'à la fin, on est pour assurer le bien-être, le développement de chacun, où qu'il soit dans le monde, sur la planète. Donc, quelques éléments aujourd'hui, et je suis sûr que nous allons avoir des éclairages plus qu'intéressants qui vont nous permettre à la fois d'avoir des faits, parce qu'une des grandes questions, c'est fact-based, dans le monde d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on a des faits avec la robustesse scientifique qui doit y être attachée, et puis deuxièmement, comment est-ce qu'on innove, comment est-ce qu'on réfléchit aux approches, et bien entendu ensuite, comment est-ce qu'on peut agir, au-delà d'avoir simplement la solution technique ou scientifique, comment est-ce qu'on peut la mettre en œuvre et impacter une grande partie du monde. Alors, avant de laisser la parole aux intervenants, je voulais simplement renforcer le fait que l'école, au-delà de déjà être impliquée fortement, comme je viens de le démontrer, bâtissant sur son ADN historique, d'innover justement pour, je dirais, l'humanité, depuis 1794, l'école veut continuer à s'engager. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous, résultant de travaux que nous avons faits avec les élèves, avec des professeurs, des engagements que l'école veut prendre sur le développement durable pour continuer justement à avancer et apporter des solutions et façonner le monde de demain. Alors, premier engagement, c'est un engagement sur l'enseignement, puisqu'il nous semble important que toute personne qui passe à l'école polytechnique ait une compréhension des problématiques du développement durable. Toute personne, en fait, une fois qu'elle est dans le monde actif, va être confrontée à une partie de ces problématiques. Où qu'on soit, on a ce type de problématique. Productivité de la ressource, impact sur la santé, bien entendu la partie énergétique, mais quasiment tout élément de l'économie a un élément de développement durable. Et donc il nous semble important que tout étudiant comprenne ces problématiques avant même que certains se spécialisent dans certaines des problématiques avec les masters, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc nous mettons en place 2 choses dès la rentrée. Un va être un séminaire de 3 jours pour tout le cycle polytechnicien pour s'assurer que tout le monde ait une compréhension de ces problématiques. Mais au-delà de ça, nous allons mettre en place aussi un certificat de telle sorte que, justement, avec un diplôme à la clé, un diplôme à la clé, qui est chacun des étudiants, justement, peut avoir une certification de développement durable, ce qui veut dire qu'il y a évidemment une formation associée avec des éléments spécifiques, des professeurs qui vont être impliqués, etc. Donc ça, élément, s'assurer que tout étudiant qui quitte l'école ait une compréhension des enjeux avant de rentrer dans la vie active. Deuxième engagement, c'est la création d'un centre pluridisciplinaire focalisé, qu'on appelle sur Energy for Climate. Comme vous le savez, et ça c'est aux bornes de l'Institut Polytechnique de Paris, nous avons déjà créé un centre avec HEC sur Technology and Business Innovation. Et là, c'est notre 2e centre pluridisciplinaire que nous créons, je dirais que nous annonçons aujourd'hui. Et Philippe Dobrinski, qui est là et qui interviendra tout à l'heure, pourra nous en parler puisqu'il va le diriger. C'est un centre qui rassemble 25 laboratoires, 400 chercheurs, qui sont sur les problématiques justement de l'énergie et du climat. Réchauffement climatique, efficacité énergétique, distribution de l'énergie, énergie renouvelable. Comment est-ce que l'on peut justement apporter de nouvelles solutions autour de ce sujet en mettant une vingtaine de labos ensemble qui ont évidemment des perspectives différentes, mais du coup qui seront une source d'innovation très importante. Et donc ceci, c'est un engagement aussi très fort que les 5 écoles de l'Institut Polytechnique de Paris, évidemment, dont l'école polytechnique, sont très fières et très heureuses de justement pousser, faire avancer, à la fois avec des éléments de recherche et bien entendu des éléments de formation qui incluront bien entendu des formations, des modules dans les formations de l'école, mais aussi des PhD tracks et des doctorants associés sur ces sujets. 3e engagement, ou 4e, si on regarde les 2 premiers de l'enseignement, mais en tout cas 3e domaine, c'est le domaine du campus. Je pense que là, on en a parlé pas mal aussi avec les étudiants. On doit avoir l'aspiration, et nous avons l'aspiration, je l'ai mis sur la feuille de route déjà de l'école, d'être un campus neutre en carbone. Il nous faut un plan maintenant. Et donc là, on se dit que d'ici 6 mois, d'ici le premier semestre 2020, il nous faut un plan pour être neutre en carbone. Bonne nouvelle, nous avons des nouveaux bâtiments qui arrivent, qui eux sont très très bien équipés. Mauvaise nouvelle, on a aussi des bâtiments comme celui dans lequel nous sommes, qui ont une quarantaine d'années, sur lesquels il va falloir travailler énormément. Néanmoins, il nous faut une feuille de route, et donc nous engageons à devenir carbone neutral et avoir un plan pour y arriver d'ici quelques mois,
qui inclura sûrement beaucoup de choses, mais qui est la bonne nouvelle aussi, on a des espaces verts autour de nous, mais néanmoins, il faut être proactif, s'engager et pouvoir agir pour justement avoir une équation neutre en carbone d'ici quelques années. Et enfin, le dernier élément, dernier engagement, c'est celui d'un lancement d'un challenge international, un petit peu à la manière de MIT Solved, qui, si on se dit que le président de la République est venu ici en nous disant « vous devez être un MIT à la française », eh bien on s'inspire de quelques bonnes pratiques, mais surtout par le fait que ceci permet justement de faire collaborer, interagir beaucoup d'étudiants, de chercheurs du monde entier autour de certaines problématiques. Et le développement durable étant une des problématiques majeures sur lesquelles l'école s'investit, puisqu'on pense que c'est au cœur de notre ADN, eh bien nous voulons avancer dans cette direction. Donc ce challenge va être lancé à partir de la rentrée, après l'été, et continuera justement à alimenter, poser des questions, échanger des événements autour du développement durable. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, l'école de 125 ans, je pense très fière de ses valeurs, mais très aussi attentive à les vivre au mieux et s'assurer qu'elles conduisent à son développement. Et je pense que les 225 prochaines années, bien entendu, seront basées sur une école polytechnique qui sert l'intérêt général, qui recherche l'excellence scientifique, qui assure l'impact et les solutions. Et l'école polytechnique sera très heureuse, justement, de contribuer au développement durable, à la fois par la recherche, par la formation, par l'innovation et par l'action, ce qui est effectivement ce que nous allons continuer à discuter aujourd'hui afin de nous éclairer sur comment le faire dans les prochaines années. Donc, je vous remercie pour votre attention et je crois que maintenant, je vais passer la parole aux élèves qui veulent aussi partager leurs perspectives sur ce sujet. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Labaille. On va avoir l'occasion aujourd'hui, évidemment, on aura des panels, des tables rondes, et vous allez pouvoir discuter directement avec les experts en utilisant l'application ConnexMe. Donc c'est CO2NEXME, CO2NEXME. Donc soit vous la téléchargez, soit vous utilisez, vous allez directement sur connex.me, connex.me, donc, parce que c'est une adresse mexicaine probablement, connex.me, et là, vous entrez le code réflexion, avec un S à la fin, réflexion, et vous aurez la possibilité, du coup, d'interagir directement, de poser vos questions. Moi, je les aurai sur une petite tablette et je pourrai les poser directement aux personnes qui seront dans les tables rondes. Voilà, donc vous voyez à quel point il se passe des choses au niveau institutionnel à l'école polytechnique avec ce séminaire de 3 jours pour tous les étudiants, ce certificat de développement durable, la création du Centre Energy for Climate, le plan de neutralité carbone, tout ça va très très vite au niveau institutionnel. Mais je dirais, certains étudiants eux-mêmes sont animés du désir d'agir en faveur du développement durable. Et vous allez pouvoir le constater vous-même en écoutant Benoît Algan et Margot Bessèche. Bonjour. Merci de nous donner la parole. Nous trouvons important de pouvoir nous exprimer sur ces sujets. Il y a de nombreux spécialistes dans la salle qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Mais les plus concernés par les enjeux écologiques, c'est nous. Les générations futures dont on parlait au sommet de la Terre à Rio en 1992, nous en sommes les premiers représentants. Notre génération sera impactée par les conséquences du réchauffement climatique. On en entend beaucoup parler de ce réchauffement climatique. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent là-dessus, mais comme ce sont toujours des données un peu sidérantes, on pense que c'est bien de se les remémorer pour situer l'ampleur du problème. Selon Météo France, pas une ONG environnementale quelconque, en 2050, si on suit un scénario business as usual, c'est-à-dire si on n'arrive pas à changer rapidement de trajectoire, on pourra avoir une carte des pics de chaleur qui ressemble à ça. Vous voyez, le point au nord, à plus de 54 degrés, c'est l'île. Et 2050, c'est demain. Nous aurons votre âge, peut-être. Des chiffres comme ça, il y en a des dizaines. On ne sait plus lesquels choisir.
Prenons une autre cartographie, publiée dans Nature en 2017. Vous voyez les zones en rouge sur la carte? Selon la trajectoire actuelle, elles seront invivables d'ici la fin du siècle. Et par invivables, je veux dire soumises à des vagues de chaleur mortelles la majeure partie de l'année. Elles concernent quelques milliards d'individus, notamment en Asie du Sud-Est. Cela annonce autant de réfugiés climatiques pour ceux qui auront les moyens pour quitter leur lieu de vie. Un dernier chiffre, qui ne parle pas de réchauffement climatique, mais de sixième extinction de masse. En Europe de l'Ouest, on estime que la biomasse en insectes a diminué de 76% en 27 ans. Or, 80% de la production alimentaire mondiale dépend d'insectes pollinisateurs. Avec une alimentation aussi fragilisée, comment allons-nous pouvoir nourrir 11 milliards d'humains en 2100 ? Tous ces faits sont pour la plupart connus depuis plus de 20 ans. Quand on les regarde, on ne comprend pas pourquoi tout le monde n'est pas en train de faire son maximum pour changer de trajectoire. Que faisons-nous depuis 20 ans ? Ce qui nous inquiète d'autant plus, c'est qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour endiguer ces phénomènes. 2050, ce n'est pas un film catastrophique de science-fiction, c'est notre futur proche. C'est l'apogée de notre vie active. Ne pas vouloir vivre dans un monde qui ressemble à celui-là, ce n'est pas simplement par bonne volonté ou par politesse pour les générations futures. Pour nous, c'est simplement du bon sens et dans notre intérêt. Si on veut sortir de cette trajectoire business as usual, il nous faut donc interroger ce business et remettre au cœur de nos activités les enjeux écologiques. En ce qui concerne l'école polytechnique, c'est donc dans les activités de l'enseignement, de la recherche et de l'entrepreneuriat que doivent être abordées en priorité les questions environnementales. En effet, l'IX se targue souvent de vouloir former ses étudiants aux grands défis de demain, pour être à la pointe de l'innovation et contribuer à l'amélioration du monde. Des défis tels que le changement climatique ou l'effondrement du vivant me semblent à la hauteur de ce qu'on peut attendre de l'école polytechnique. C'est prodigieux de disrupter avec de l'intelligence artificielle et des big data, mais il faut d'abord habiter dans un monde vivable. Pour être à la hauteur de l'enjeu, il est impératif que nous soyons formés pour appréhender des phénomènes et des systèmes aussi complexes. Comment se fait-il qu'une école aussi généraliste que polytechnique n'inclut aucun cours sur le développement durable dans son tronc commun, alors que, il faut le répéter, c'est le défi principal de notre temps. Nous déplorons une mauvaise connaissance des ordres de grandeur sur ces questions. Trop souvent, le développement durable se limite à bien trier ses déchets ou à éteindre la lumière en sortant d'une pièce. Quand on sait que l'envoi d'un email avec pièce jointe équivaut en termes d'émissions de CO2 à une ampoule allumée pendant 1 heure, on se rend bien compte que cela ne suffira pas. Nous avons besoin de connaître l'impact réel des secteurs dans lesquels nous allons étudier puis travailler. Par exemple, est-ce qu'on a conscience qu'en 2020, le secteur du numérique émettra autant de gaz à effet de serre que l'aviation, c'est-à-dire 3,5% des émissions mondiales chacun ? Voici un autre ordre de grandeur sur les énergies. Ce graphique représente l'évolution de la consommation mondiale d'énergie dans le monde depuis 1860 en mégatonnes d'équivalent pétrole. Les énergies renouvelables, ce sont la petite courbe en rose. On voit bien que, au lieu de se substituer aux énergies fossiles, comme elles ont vocation à le faire, elles ne font pour l'instant que s'y ajouter. Tant que nous n'arrivons pas à stabiliser cette consommation, nous ne pouvons pas aller dans la bonne direction. Et pour rectifier le tir rapidement, il ne suffit pas de développer de nouvelles énergies. Il faut aussi remettre en question, dès maintenant, notre désir de croissance infinie dans un monde qui reste fini et arrêter d'avoir peur de réfléchir à un modèle économique plus sobre, tout simplement. Est-ce que notre bien-être repose uniquement sur une consommation toujours plus excessive ? C'est pourquoi ces questions ne doivent pas seulement être reléguées aux ingénieurs et aux scientifiques en pensant qu'ils trouveront des solutions techniques. C'est un véritable enjeu sociétal sur lequel il faut aussi réfléchir d'un point de vue économique et politique. Ces perspectives devraient aussi apparaître dans notre enseignement, en nous proposant par exemple des cours sur le modèle économique de la transition ou sur l'économie sociale et solidaire. Heureusement,
l'école polytechnique veut évoluer sur ces questions, comme le démontre ce colloque. C'est un véritable, selon nous, l'IX a le devoir d'être une des premières grandes écoles françaises à le faire, en se démarquant par sa compréhension de cet enjeu majeur du XXIe siècle, mais aussi pour rester en phase avec les défis de son temps, qui ne sont pas uniquement expansionnistes. S'il est primordial que ces problématiques apparaissent dans l'enseignement, il est également nécessaire que ce changement de cap se constate dans la vie quotidienne sur le campus. On ne peut pas vouloir être en avance sur ces questions sans avoir une cohérence dans nos modes de vie. Nous avons ici un graphique qui représente des émissions de gaz à effet de serre d'une école telle que pourrait être l'IX. On voit que les déchets représentent une part minime des émissions de CO2. Il faut évidemment trier ces déchets. Cela implique d'autres pollutions que seulement les émissions de CO2, mais ça ne suffit pas. Il est intéressant de voir que parmi les principales sources se trouvent les transports, et notamment les trajets en avion. Ils sont comptabilisés quand il s'agit des voyages pour les stages, mais aussi des voyages organisés par l'école. En fait, pour être sérieux sur les questions de changement climatique, il ne suffit pas de faire un compost. Il faut aussi remettre en question nos modes de vie et notre confort, par exemple nos vacances à l'autre bout de la planète. Parmi les autres sources d'émissions de CO2 se trouvent les transports, la restauration, avec notamment la consommation massive de viande, et le chauffage. Promouvoir une alimentation moins polluante au restaurant universitaire est un des leviers d'action évident. L'aménagement du campus, tant sur la consommation énergétique des bâtiments que sur la place laissée à la biodiversité, peut également évoluer. Sur ces sujets, le changement a souvent été initié par les efforts des élèves. Nous sommes d'ailleurs de plus en plus nombreux à être mobilisés sur ces enjeux. Par exemple, l'association Développement durable à l'IX, dont nous sommes les représentants, a été créée il y a 3 ans par 2 élèves. La promotion précédente comptait une dizaine de membres et aujourd'hui, nous sommes une quarantaine à participer régulièrement à ces actions. Pour pallier le manque de connaissances flagrantes de ces enjeux, nous, les étudiants, avons créé un cycle de 10 conférences, Ingénieurs de demain. Ce cycle est suivi par plus de 200 étudiants de notre promotion. Il nous permet d'être sensibilisés aux questions environnementales par des intervenants de qualité. L'assiduité à ces conférences y est plus importante que certains cours. Les étudiants ont peut-être compris que ce qu'ils apprenaient leur sera plus utile pour leur avenir. De nombreuses autres initiatives étudiantes aboutissent à des alternatives concrètes de consommation sur le campus. Par exemple, l'épicerie associative Health propose à ses 600 membres des produits pour une alimentation plus locale, solidaire et éthique. L'association Apicultix a établi 6 ruches sur le campus, ce qui permet d'y ramener un peu de biodiversité. Enfin, de plus en plus d'élèves profitent du jardin agricole et botanique pour expérimenter des techniques de permaculture ou simplement pour avoir des œufs frais pondus sur le campus. La portée de ces initiatives est certes réduite, mais elle démontre une motivation grandissante des étudiants qui ne demandent qu'à avoir les clés pour pouvoir s'engager à plus grande échelle. En effet, notre vision ne peut se limiter au campus. Plus de 600 polytechniciens ont signé le manifeste étudiant pour un réveil écologique. Ce texte a été écrit par des élèves de notre école avec d'autres étudiants de grandes écoles. En signant ce texte, nous exprimons notre frustration. Ce que nous ne pouvons accepter, c'est que malgré d'une part notre conscience aiguë de la crise écologique en cours et d'autre part notre très forte volonté de l'enrayer au plus vite, les structures existantes ne nous permettent pas de nous engager pleinement dans cette voie. C'est pourquoi nous nous disons prêts à sortir de notre zone de confort et à choisir nos employeurs en fonction de leur prise en connaissance de ces enjeux écologiques. Nous avons eu l'occasion de rencontrer beaucoup de dirigeants d'entreprises pour leur porter ce message. Mais nous constatons que ce sujet reste trop souvent traité à la marge et nous déplorons un manque d'ambition face à l'enjeu. Nous voulons travailler pour des entreprises qui intègrent au cœur de leur stratégie les questions environnementales et qui sont prêtes à entamer la transformation profonde qui est nécessaire. Nous voulons travailler pour des entreprises qui prennent en compte la finitude de ressources, notamment en mettant en place des modèles crédibles de sobriété. J'ai bien dit sobriété, pas efficacité.
d'économie circulaire et en refusant d'accélérer l'épuisement des ressources par des stratégies marketing agressives. Nous voulons travailler pour des entreprises qui assument la responsabilité de leurs externalités négatives et qui prennent en compte leur impact sur la biodiversité. Nous voulons travailler pour des entreprises qui repensent la finalité de leurs produits et questionnent leur utilité. Nous voulons travailler pour des entreprises qui mettent en place des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre planifiés et compatibles avec la trajectoire des 2 degrés, sans recourir à des technologies miracles dont le développement et le déploiement restent incertains. Face à l'enjeu, nous ne voulons pas jouer cet avenir sur un pari. Nous ne travaillerons que dans des entreprises qui ont déjà initié ces changements ou qui sont prêtes à remettre en cause leur modèle de développement. Nous, les étudiants et les jeunes engagés, nous sommes peut-être déterminés, mais nous ne pouvons pas, seuls, changer les modes de consommation et de production d'un pays tout entier. En effet, la prise en compte des enjeux du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité est une responsabilité commune. Les actions individuelles, isolées, n'ont qu'un impact négligeable sur cet élan collectif vers l'autodestruction. De nombreuses décisions urgentes pour enrayer la crise écologique devront être prises avant que nous arrivions dans la vie active. On ne peut pas se permettre d'attendre que nous, jeunes engagés, nous soyons aux manettes pour entamer le changement. Pour résumer nos propos, nous ne nous considérons pas comme des utopistes, mais comme des pragmatiques. Tout au contraire, l'utopie est du côté de ceux qui croient que le business as usual peut suivre son train calmement sur cette planète en plein bouleversement. Il est devenu très urgent de se mobiliser massivement pour un changement et ne pas laisser aux jeunes qui vont en hériter un monde invivable. Nous ferons partie de cette mobilisation. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est qu'en sortant de ce colloque, vous vous disiez « les X se mobilisent, le problème est réglé ». Pour que cette mobilisation réussisse, il faut que vous aussi, enseignants, chercheurs, dirigeants, citoyens, vous vous mobilisiez avec nous. Nous sommes étudiants, nous sommes jeunes, plein d'ambition, et nous voulons relever de grands défis. Mais lesquels? Depuis sa création, l'école polytechnique a formé de nombreux ingénieurs ayant relevé les défis de leur époque. Industrie, transport, aménagement du territoire, énergie. Et aujourd'hui, la transition énergétique, voilà le défi de notre génération. Nous voulons mettre nos compétences au service des enjeux du climat, dans l'enseignement, dans la recherche et l'innovation. Les étudiants de l'école polytechnique s'investissent. Face à l'effondrement de la biodiversité, face à la nécessité du changement